Bonsoir à tous, bienvenue au live de Food Pâtisserie. J'espère que vous êtes tous au frais aujourd'hui. Nous, on a la chance d'être accueillis par Aurélien Cohen, un chef très prometteur, un jeune talent qui s'est installé à Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne. Salut Aurélien. Salut Julie. Et avec vous ce soir, pour vous, donc Aurélien va réaliser une tarte. Qu'est-ce qu'on a dit? Myrtille, cassis, cream cheese. Voilà, exactement. Une superbe tarte. Alors vous le savez, on vous a posté les grammages et les ingrédients en story. On va évidemment enregistrer le live, comme à chaque fois. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc Aurélien, est-ce que tu peux déjà nous dire de quoi va être composée cette création? Oui, bien sûr. Donc c'est une tarte d'abord qu'on a attendu un petit peu de faire, le temps que ce soit un petit peu plus la saison justement des myrtilles, qu'on ait des belles myrtilles. Et on va avoir une tarte composée d'une pâte sucrée amande, oui, qu'on va réaliser ensemble par sablage, une crème d'amande légèrement citronnée avec des zestes de citron dedans, des myrtilles également qu'on va cuire pour avoir une petite texture de myrtille sympa au four. Ensuite, une mousse cream cheese légèrement parfumée à la vanille de Madagascar. Parce que c'est toujours meilleur avec un petit peu de vanille. Et un confit cassis et myrtille. Le myrtille c'est super bon, mais le cassis c'est très acidulé, ça a vraiment beaucoup de goût et ça va rehausser encore le goût de la myrtille. Et bien sûr, on va recouvrir tout ça de myrtilles fraîches, bien bleutées. Voilà. Génial. Alors, donc pour faire cette création, on commence par la pâte. À tarte. Voilà, exactement. On va commencer par la pâte à tarte. Et pour cela, donc je vais vous montrer comment la réaliser au robot, mais on peut tout à fait la réaliser à la main. D'accord. Mais une fois qu'on s'habitue à utiliser un robot, on devient un petit peu flemmard. Donc il n'y a que quand je suis en vacances que je fais à la main. D'accord. Et je vais vous montrer comment la réaliser par sablage. Donc il y a deux grandes techniques pour faire sa pâte sucrée, le sablage ou le crémage. Oui. Moi j'aime bien le sablage et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà on commence par mettre toutes nos poudres dans la cuve du batteur. Donc ici c'est ma farine. Oui, il y a de la farine, ouais. T45 T55. T55. Maintenant si vous avez de la T45, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi et j'ai déjà mon sel fin aussi qui est dedans. D'accord. Je vais ajouter mon sucre glace. Oui. Hop. Alors si jamais quelqu'un se pose la question, le sucre glace, on peut le tamiser ou pas, ça va dépendre un petit peu, regardez comment il est dans votre sachet. S'il a fait des petits grumeaux un petit peu durs, n'hésitez pas à le tamiser. Ok. Et ensuite, donc un des ingrédients clés d'une pâte sucrée, ça va être la poudre d'amande. Et ici, nous on utilise de la poudre d'amande brute parce que ça change pas vraiment grand chose en termes de goût sur une pâte à tarte, mais ça va apporter un petit peu de couleur. Et moi j'aime bien. D'accord. Et ensuite, on va prendre du beurre et de l'œuf. Et ce qui est vraiment très sympa avec cette technique du sablage, si on a un robot, c'est qu'en fait, on met quasiment tous les ingrédients dès le départ, avec donc le beurre, que j'ai coupé en petits cubes d'avance pour qu'il soit bien froid, surtout aujourd'hui. Oui, et du coup, il sort directement du frigo. Il n'est pas du tout pommade. Non, il n'est pas du tout pommade. C'est un peu tout l'inverse de la méthode par crémage. Où en fait, on serait parti d'un beurre bien pommade. Alors là, en ce moment, il réchaufferait vite dans la cuisine, donc ce serait pratique. Mais sinon, il faut le sortir 2-3 heures avant. Et après, on aurait mis le sucre glace, la poudre d'amande, on aurait bien mélangé, corné à chaque fois, ajouté notre œuf et ensuite la farine. Et on aurait une pâte un petit peu plus molle en fait à la sortie du robot et donc. Et c'est ça la différence avec le sablage? Et ben pour moi, la principale différence, elle va être dans la façon de la réaliser, dans le fait qu'on obtient une pâte plus froide et donc plus plus dure et finalement qui est un petit peu plus facile à étaler sans trop l'écraser au départ, qu'on peut étaler tout de suite, faire reposer ensuite, alors que le crémage, il faut vraiment faire reposer sa pâte avant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, parce que sinon, elle est trop molle, trop chaude et on la travaille trop en fait. D'accord. En bouche, moi, je suis incapable de distinguer l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, je veux bien faire un challenge avec plein de gens. Si elle est réalisée aussi bien, il n'y a pas de différence. Alors donc là, il y a toutes les poudres et le beurre. Et le beurre. Et on va mélanger en première vitesse. Et donc, si on se pose la question, j'ai pas mis le fouet, j'ai pas mis le crochet, j'ai mis la feuille. C'est-à-dire c'est l'ustensile qui est plat, bien souvent en forme de quart, en fonction des marques qu'on utilise. Et on a notre œuf. Donc vous avez la pesée dans les recettes et vous verrez, c'est pas un œuf entier complet, c'est à peu près une quarantaine de grammes.
Il ne D'accord. faut pas avoir trop de pâte. Si vous voulez augmenter un petit peu la recette, vous pouvez. Et bien penser à peser son œuf, parce que si on met 60 grammes au lieu de 40 ou 50, ça va vous faire une pâte qui est trop humide. D'accord. Donc là, il y a le blanc et le jaune. Hein. Oui, il y a de tout. Et je l'ai mélangé un petit peu à la fourchette pour pouvoir le peser de manière un peu plus précise. D'accord. Et ce qui est très chouette avec le sablage, quand on a un robot en tout cas, c'est que c'est vraiment le robot qui fait tout. Ouais. Et il n'y a absolument pas besoin On peut aller boire un café. On peut aller boire un café ou un verre d'eau plutôt là en ce moment. Ouais, en ce moment. Mais alors que le crémage, qui est une très bonne méthode aussi, hein, peut-être même un petit peu plus traditionnelle, en tous les cas moi c'est comme ça que j'ai appris au CAP par crémage. En fait à chaque étape, à chaque fois qu'on ajoute un ingrédient, on va corner, on va racler. Il faut surtout pas mettre un œuf froid. Parce que si l'œuf est froid, il va faire durcir le beurre. Donc en fait, on perd tout l'intérêt d'avoir eu un beurre pommade au départ. On va avoir un mélange qui tranche un petit peu. Donc en revanche, si on n'a pas de batteur, qu'on fait ça à la main, le crémage c'est plus pratique. Parce qu'avec une spatule, ça va beaucoup plus facilement qu'avec ces petites mains. Mais cela dit, tu disais qu'on pouvait le faire quand même à la main si on n'a pas de robot. Oui, si on n'a pas de robot, on peut le faire à la main par sablage ou à la main par crémage. Le sablage à la main, ça demande un petit peu de temps, mais ça marche aussi. D'accord. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'a pas besoin de robot. Il y a juste la crème chantilly qu'on va monter pour la mousse. Il vaut quand même mieux avoir un fouet électrique. Voilà. Ou alors de l'huile de coude. Ouais, ou alors quelqu'un qui a un bras d'acier. D'accord. Les meringues à la main, ça peut se faire, si on la monte pas trop serrée, mais la chantilly, c'est plus compliqué. Donc ça va prendre quelques minutes à se mélanger. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça la technique par sablage? C'est parce qu'en fait, le beurre qui au début est en petits cubes mais quand même gros, va petit à petit s'émietter, s'effriter, se mélanger aux poudres et on va obtenir une texture un petit peu de gros sable. On passera la main dedans tout à l'heure pour vous montrer un petit peu. Et après, il n'y a plus qu'à ajouter l'œuf. Et là, la pâte en forme. D'accord. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct avec Aurélien Cohen dans son laboratoire à Asnières-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Et un labo d'ailleurs où il y a une boutique, c'est une boutique qui a ouvert. Il y a boutique qui a ouvert en octobre dernier. Il y a laboratoire et là on est dans l'espace masterclass où je donne des ateliers toutes les semaines. Oui, voilà. Et on réalise une tarte myrtille cassis cream cheese. Tout à fait. Tous les ingrédients, on va enregistrer le live, vous le savez, et tous les ingrédients vous sont posés. Et je vois que vous êtes nombreux, vous nous regardez de partout, de Haute-Savoie, du Maroc, du Chili, du Brésil. Salut à tout le monde à travers le monde, ça fait plaisir. Ouais, ça fait très plaisir. Hop. Donc, alors, à quel moment on sait qu'il faut mettre l'œuf? C'est une très bonne question. On va regarder un petit peu. Faut mettre la main à la pâte pour se rendre compte. Donc on passe la main dedans et on regarde si on a encore des gros morceaux de beurre en fait. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, j'espère que oui. Mais parfois on a l'impression en fait que j'ai des morceaux, mais c'est juste que comme il y a du beurre dedans, forcément ça humidifie un petit peu la pâte, ça la rend un peu collante. Mais là j'ai plus de morceaux de beurre. Donc je vais pouvoir ajouter mon œuf, tout simplement. Ça prend, dans un robot, ça prend, je sais pas, ça a dû prendre 3 minutes. Et là je peux ajouter mon œuf. Tac. On met bien tout. Hop. Donc œuf entier. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà testé ta pâte sucrée. D'accord. Il dit qu'elle est hyper bonne. Eh ben merci beaucoup alors. Content qu'elle soit appréciée. Et oui, vous êtes partout, en Suisse, en Algérie, au Maroc, au Liban, en Israël. Et partout en France aussi, à Bordeaux, partout. Je suis sûre qu'il y en a qui sont dans le métro aussi, qui ont hyper chaud. On pense à vous. Ouais, courage, vous êtes bientôt arrivés. Donc là, on voit que la pâte, elle est en train de se rassembler, de prendre forme. Et ce qu'on va faire, donc toujours en première vitesse, de surtout pas trop travailler sa pâte, je vais vous expliquer pourquoi après. Dès qu'on n'a plus de traces de farine, dès que la pâte est prête, on arrête. Même si elle est encore un petit peu déchirée, pas forcément complètement homogène, c'est pas grave, ça on va le finir à la main. Mais surtout, on veut pas trop travailler notre pâte parce que quand on utilise une farine de blé, on a du gluten dedans. Ah oui. Et alors bien souvent on entend pas trop travailler sa pâte, pas trop activer le gluten, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on la travaille, comme si on voulait pétrir sa pâte, par exemple pour une brioche ou des choses comme ça, on va activer le gluten qui est dans la farine, on va donc donner de la force à la pâte, et concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va avoir tendance à bouger à la cuisson, à trop se rétrécir, à être un peu trop cassante, perdre un petit peu de son côté friable.
Et c'est ça qu'on aime dans une bonne pâte à tarte. Hein. Certes, c'est bien cuit, ça croque, mais il ne faut pas que ce soit trop travaillé. Et là, donc, on a notre pâte. On va pouvoir l'étaler. Hop. Tac. Donc on la rassemble et on va prendre des feuilles de papier guitare. Donc si jamais vous vous demandez ce qu'est le papier guitare, c'est des feuilles comme ça qui sont en fait des feuilles de PVC, enfin de plastique alimentaire, qui sont très souples et qui permettent d'étaler des pâtes, des biscuits, mais qui permettent aussi de faire des décors en chocolat parce que ça va donner de la brillance. Et là, c'est très pratique pour étaler notre pâte parce que ça permet de ne pas rajouter de farine. Ça va pouvoir permettre de la mettre facilement au frigo ou au congélateur. Et éventuellement, si on n'a pas de papier guitare ou qu'on n'en trouve pas, on peut utiliser du papier sulfurisé. Ça marche aussi. C'est un peu moins pratique. Vous verrez que ça a tendance à se froisser, mais ça marche. Quelqu'un demande si le gluten, il s'active uniquement à partir du moment où on ajoute l'œuf ? Principalement parce qu'en fait, c'est là que la pâte se lie. Et donc, c'est là qu'elle commence, en fait, si on la mélange trop, à travailler parce qu'en fait, elle est maltraitée un peu par le batteur, comme une pâte à brioche. Hein, si vous visualisez, quand elle claque, on cherche à la faire claquer, elle doit être élastique. Là, on veut toujours vraiment pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut faire des pâtes à tarte avec des farines sans gluten. C'est juste que ça réagit un petit peu différemment, donc bien souvent, on modifie quand même un petit peu la recette. Et là, on va l'étaler entre deux feuilles avec un rouleau. Donc on peut totalement le faire à la main. Et on l'étale petit à petit. Vous voyez avec la poudre d'amande brute, c'est vraiment très sympa la couleur qu'on obtient. Bon, maintenant si vous n'en avez pas, une poudre d'amande normale ou même une poudre de noisette, ça marche très bien aussi. Ça donne un petit peu de goût. Tac. On l'étale bien et on va chercher à l'étaler assez finement, aux alentours de 2 mm d'épaisseur. Est-ce qu'on pourrait faire cette recette avec une farine autre, sans gluten ? Alors, cette recette-là, exactement la même, non. Il vous faudra une recette un petit peu différente parce que d'abord, ça dépend de quelle farine sans gluten. Bien souvent, on n'utilise pas qu'une seule, on fait des mélanges. Oui, donc il faut adapter les grammages, exactement, parce que ça ne réagit pas du tout de la même manière. Et bien souvent, ça vous fait des pâtes un petit peu plus collantes. Donc, mais on peut en trouver assez facilement. Il y a une épaisseur particulière à la feuille guitare ou pas ? Alors oui, ça se mesure en microns, donc c'est vraiment très très fin. Je veux pas dire une bêtise, mais je pense que si je dis 60 microns, je dois pas être très très loin. D'accord. Mais il faut vraiment qu'elle soit souple. Si vous allez en magasin, souple, pas comme du papier rhodoïde pour cercler un entremets, c'est beaucoup plus rigide. Et c'est un papier qu'on peut réutiliser. Oui, tout à fait. On le lave, on le rince bien, on dégraisse, on le fait sécher. La seule chose, c'est qu'on peut le réutiliser par exemple pour des pâtes à tarte, des biscuits, des craquelins, mais on ne va pas le réutiliser pour des décors en chocolat parce qu'il va perdre de sa brillance. D'accord. Enfin, on pourrait, mais c'est juste que c'est dommage si vous tempérez du chocolat et qu'il n'est pas brillant à cause de votre feuille grasse. Voilà, c'est un peu ballot. Donc on étale bien. Alors le rouleau, bien souvent on me demande lors de mes masterclass, est-ce que c'est mieux en PVC, en bois, en alu ? Il n'y a pas de mieux, vous prenez ceux avec le quoi vous êtes le plus à l'aise ou ceux que vous avez à la maison. Privilégiez un grand rouleau, c'est mieux, on étale plus facilement. Et à la limite, le PVC marque un point parce que par rapport au bois c'est plus facile à laver. D'accord. Voilà. Et on étale bien. Donc nous on étale à 2 mm à peu près la pâte. À 2 mm. 2 mm. On essaye de ne pas aller plus fin parce qu'après ça devient déjà assez compliqué à travailler parce que ça se réchauffe très très vite. Et moi j'aime bien quand même sentir un petit peu la pâte dans une tarte, c'est quand même le but. Et trop fin. Alors pourquoi ne pas étaler directement sur le marbre propre ? Alors on pourrait tout à fait, mais il faudrait fariner. Et ensuite, il n'y a rien de mal à ça. La seule chose, c'est que quand on farine une pâte, on la sèche un petit peu. On risque de la rendre un petit peu moins bonne, un petit peu plus cassante en bouche. Et donc, si on peut l'éviter, on l'évite. Voilà. Et bien souvent, par exemple, si vous utilisez la technique du fonçage par bande, nous, c'est ce qu'on fait pour nos tartelettes, c'est-à-dire qu'on découpe des bandes qui font la taille du périmètre d'un cercle.
et on l'assemble avec le fond, et ben en fait vous êtes obligé d'étaler sur un support, en tous les cas de les mettre sur un support à un moment donné pour pouvoir découper votre pâte. Sur le plan de travail ça va être compliqué. Donc on étale bien. Ouais. Donc la recette, elle va vous permettre de faire à peu près, en tous les cas la recette pour la pâte, hein, elle peut vous permettre de faire 2 tartes de 4 personnes. Si vous avez des chutes, ça se réutilise. Il faut juste bien faire reposer votre pâte avant de la réétaler. Mais c'est vrai que ces feuilles, c'est quand même, oui, l'idéal parce que vous voyez, ça n'adhère pas du coup au plan de travail. Non, du tout. On n'est pas obligé de mettre de la farine, comme le disait Aurélien. On et voit puis ce qu'on surtout, fait. on voit ce qu'on fait. Ouais. On peut le transporter après facilement dans un frigo ou un congélateur. Ouais. Et en effet, on le lave et on le réutilise. Exactement. Donc ça a quand même Sauf plein d'avantages. si au moment où on découpe sa pâte, éventuellement, parfois ça peut arriver, on déchire. Bon, mais, Oui. Et ces feuilles-là, elles font 60 cm de long par 40 cm de large. Donc pour nous, c'est pratique parce que ça fait la dimension de nos frigos, qui sont des frigos professionnels. Mais vous, à la maison, vous la repliez sur elle-même et vous avez besoin que d'une feuille pour étaler la pâte. C'est juste que vous l'étalerez en deux fois. Et ça tient dans un frigo ou dans un congélateur ménager. Okay. Donc là, la pâte est étalée. Voilà. Une belle pâte, à peu près régulière. Magnifique. Là, j'ai pas perdu la main. Et pour foncer donc une tarte, je vais vous montrer la dimension du cercle. Donc c'est un cercle, nous on utilise des cercles perforés qui fait 16 cm de diamètre, donc ça correspond à peu près à 4 personnes. Oui. Et en fait, très simplement, pour ne pas trop galérer au moment du fonçage, nous on découpe notre pâte avec un cercle plus grand, donc qui fait 20 cm de diamètre. Ensuite, on fait reposer un peu la pâte avant de la foncer. Et après, on a pile poil ce qu'il nous faut pour foncer notre tarte de 16. Plutôt que de prendre un très très grand disque et d'avoir trop de pâte qui va se replier sur elle-même, etc. Et comme ça, on étale nos feuilles, on en met autant qu'on peut sur notre pâte étalée. Et on a beaucoup moins de pertes en fait. D'accord. Voilà. Donc je vais me mettre plutôt dans un coin pour pas trop perdre, comme ça je peux facilement en découper une deuxième. Et tu fais même directement sur la feuille. On peut, ouais. Oui, je le fais directement sur la feuille. Après, on aurait pu le faire sans la feuille. Bon, franchement, ça change pas grand-chose. Et alors, il y en a qui n'ont pas suivi là sur la composition de la pâte. Donc, c'est de la poudre d'amande. Poudre d'amande brute. Donc, des amandes qui ont encore la peau. Voilà. Ça vous fait le même effet si vous utilisez de la poudre de noisette en général. Oui, voilà. Parce que la poudre de noisette, j'en ai rarement vu sans la peau. Ça doit exister, mais et ça vous fait ce petit effet-là aussi. Ok. Alors. Là, à ce stade, on peut mettre sa pâte soit au réfrigérateur, soit au congélateur. Le réfrigérateur, ça fait totalement l'affaire. C'est juste un petit peu plus long. Surtout en ce moment, il fait chaud. Comptez 2-3 heures au réfrigérateur pour que la pâte se repose, que le gluten se détende et qu'elle soit suffisamment ferme pour pouvoir la foncer. Sinon, éventuellement, si vous êtes pressé, au congélateur, une bonne heure pour pouvoir ensuite la foncer. Okay. Donc, on va mettre ça de côté. Et moi, j'en ai préparé une d'avance. Tac. Qui est prête. Qui est prête, exactement. Mais juste avant de la sortir, parce que même avec la clim, il fait chaud, je vais beurrer mon cercle. Donc, il y a un petit peu deux camps dans ce qu'il s'agit de beurrer les cercles. Il y a ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. En tous les cas, depuis qu'on a inventé les cercles perforés, moi je vous avoue que j'ai appris à beurrer. J'ai toujours beurré et j'ai toujours l'impression que si je le fais pas, c'est cette fois-là que la pâte va pas se décoller. D'accord. Donc voilà, je préfère le faire. Maintenant, éventuellement, amusez-vous à faire un test. Mais le faites pas sur le gâteau d'anniversaire de maman, elle ne va pas être contente. D'accord. Donc un petit bout de beurre, avec le doigt, on l'a passé à l'intérieur. Il n'en faut surtout pas trop. Et on pose aussi souvent la question, est-ce qu'on peut utiliser de la bombe à graisse. Exactement. Bombe à graisse, Et ma réponse est à vos risques et périls. Parce que bien souvent, ça graisse trop en fait et ça va souvent causer à la pâte de glisser un petit peu à la cuisson et c'est quand même un petit peu dommage. Bon. Après, il y en a qui me disent qu'ils le font, ça marche. Tester, mais franchement, le beurre, ça marche pas. Est-ce qu'il y a quand même une préférence pour la qualité de la pâte, réfrigérateur ou congélateur? On va dire que réfrigérateur, c'est quand même un petit peu plus doux pour la pâte.
Donc potentiellement c'est mieux, mais moi je ne Franchement, détecte pas de congélateur, grosses différences. ouais. Nous en pâtisserie on utilise beaucoup le congélateur. Oui. Bien souvent les gens parfois ils ont un petit peu peur quand on entend le mot congélateur, mais en pâtisserie en fait c'est indispensable. En tout cas pour faire les gâteaux d'aujourd'hui. D'ailleurs on en profite parce que c'est vrai qu'il y a un vrai tabou sur la congélation, parce que c'est associé en France à certainement du produit industriel, à du surgelé, etc. Et pas toujours de bonne qualité. Or, la congélation est vraiment d'abord une étape essentielle dans la pâtisserie aujourd'hui. Voilà, c'est un vrai outil et ça n'a aucun rapport avec la qualité. Parce que si on congèle des aliments de qualité, ils seront toujours meilleurs que des mauvais aliments frais. Hein. Non, et puis après, il y a on sait, nous, dans notre métier, c'est notre métier, on apprend, il y a des recettes qui se congèlent, il y a des recettes qui ne se congèlent pas, il y a des recettes qui ne supportent pas la congélation. Exactement. Par exemple, un fraisier, vous n'allez pas le congeler si vous avez des fraises fraîches dedans. Les fraises, c'est un des rares fruits qui ne peut pas se congeler, sauf si vous aimez les glaçons à la fraise. Ça peut être très sympa, peut-être dans une boisson estivale, mais pas dans un fraisier. Donc voilà, bien faire attention. Donc ma pâte, pour ceux qui l'ont vu, je l'ai légèrement farinée parce que je vais la manipuler, donc elle va chauffer. Là, elle sort du froid. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'attendre qu'elle soit à la bonne texture, à la bonne température pour bien pouvoir rentrer dans mon cercle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fonçage. Avant, il n'y avait pas de mot, mais aujourd'hui, on dit traditionnel. C'est la méthode classique où on va petit à petit mettre notre pâte dans le cercle. Alors je vais essayer de le faire pas trop vite pour que les gens voient. Voilà, on fait des petits plis. Hein. Tu fais des petits plis. Exactement. Chaque fois. Alors j'essaye de décomposer le geste, mais ça devient tellement automatique au bout d'un moment que. Mais donc vraiment la clé c'est de ne pas avoir une pâte trop grande parce que sinon ça va nous causer plein de plis qui vont nous embêter et qu'elle soit à la bonne température, c'est-à-dire froide mais pas trop. Et alors là, on va refariner un petit peu notre plan de travail. Donc vous voyez, c'est la première fois que je farine ma pâte. Je ne l'ai pas farinée au moment de l'étaler. Et après, avec le doigt, donc une fois qu'elle est bien descendue dans mon cercle, je vais passer mon pouce un petit peu à l'intérieur pour la descendre et je vais me mettre comme ça les gens voient bien. Après, avec le doigt, alors il y a plein de méthodes en fonction du pâtissier, en fonction de ses mains, mais moi j'aime bien avec un doigt comme ça, bien faire descendre la pâte pour obtenir un bel angle droit. Je vais refariner un petit peu mon plan de travail. J'essaie de ne pas fariner ton téléphone. Donc la pâte, elle est à 2 mm à peu près, 2/1/3. Et le cercle, il faisait 16. Le cercle faisait 16, voilà. Tout à fait. De toute façon, ça, on va tout vous redonner. Ouais. Quelqu'un a posé la question, est-ce que quand tu as étalé entre deux feuilles de guitare, est-ce qu'on aurait pu le faire entre deux feuilles silicone? Tout à fait, oui, des tapis de silicone. On peut tout à fait, je l'ai déjà vu faire. Personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu des feuilles guitare sous la main. Mais ça marche très bien. La seule chose, c'est plus épais, donc on sent un petit peu moins ce qu'on fait en fait. C'est ça. On perd Et on regarde un petit peu le fonçage de notre pâte. Et en fait, ce qu'il nous faut, c'est un bel angle droit entre la pâte, donc qui arrive là, et le fond. Dès qu'on va avoir un petit trou, par exemple ici, on en a un tout petit, c'est minime. Et ben en fait, la pâte va glisser dedans à la cuisson. Donc partout où on en a, on va remettre un petit coup avec le doigt, exactement. Si besoin, on refarine un petit peu ou on farine ses doigts. Et bien sûr, il faut essayer de le faire le plus vite possible parce que la pâte se réchauffe, donc elle colle, elle transpire un petit peu et c'est pas très bon. Donc typiquement en ce moment, levez-vous tôt pour foncer la pâte à tarte à la maison. Pâtisser le matin. Allumez pas le four quand vous le faites, ça réchauffe vite une cuisine. Et après, on érase avec le couteau. Donc côté tranchant, et moi je recommande vraiment de le faire pas vers soi, pas dans ce sens-là, vraiment vers l'extérieur. Ça permet d'avoir un geste un peu plus net et de pousser un petit peu la pâte contre l'arête du cercle pour la maintenir un petit peu à la cuisson. Voilà. Si la pâte colle au cercle, c'est qu'on l'a pas beurré? Alors, pas forcément. Ça peut être que la pâte, en fait, elle est trop chaude. Et donc, en fait, quand elle est chaude, moi je dis elle transpire. Je sais pas si c'est exactement le terme. Non, mais on voit ce que ça veut dire. Elle développe un petit peu de gras qui sort, de chaleur, et elle risque de suinter, de coller au cercle, et donc de ne pas bien se décercler. Alors quand c'est comme ça, déjà on peut essayer de la cuire un petit peu plus longtemps pour voir si jamais ça se décercle pas. Et si vraiment c'est collé à un endroit, on peut essayer avec un couteau bien fin
de passer le long du cercle. On Oui. verra tout à l'heure s'il y a un Ouais. souci, j'espère pas. Mais... D'accord. Et voilà. Ok. Et ensuite, là, à ce stade, encore une fois, 2 options. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il y en a juste une plus rapide. Au congélateur, une bonne heure minimum, vraiment minimum, ou au réfrigérateur pendant 3-4 heures pour que la pâte repose, croûte un petit peu, se refroidisse avant de l'enfourner. Sinon, en fait, elle risque tout simplement de retomber, de se décoller à la cuisson et on n'aura pas une belle tarte. Oui, c'est ça. Pour éviter que la pâte retombe à la cuisson, il faut vraiment la passer au froid. Ouais, exactement. Voilà. Alors après, nous, il nous arrive parfois sur des petites tartelettes, mais on utilise des fours professionnels qui Ouais. poussent quand même plus vite. Là, on va utiliser un four ménager ici, mais on a des fours professionnels. On fonce avec la méthode du fonçage par bande, des tartelettes, et ça bouge pas. Mais c'est vraiment quand on est pressé, parce que d'une manière générale, on préfère quand même la faire reposer pour qu'elle soit un petit peu meilleure aussi. D'accord. Donc là, on va la remettre au froid, Oui. et avec la magie Du direct. du direct, voilà. On en a une de préparée, Voilà. donc on va vérifier qu'elle est C'est bien la même, foncée. hein. C'est la Et même, exactement. Elle a passé du temps au froid. Elle a passé du temps au froid et on va la mettre sur une plaque recouverte d'un tapis de cuisson perforé. Ah. Donc, Ça, c'est important. ouais. On dit bien tapis de cuisson perforé, après il y a des marques qui leur donnent un Oui, nom commercial, oui. mais c'est un tapis de cuisson Et perforé. s'il n'est pas perforé, ça fait quoi? Alors, s'il n'est pas perforé, dans ces cas-là, c'est pas grave, mais il faut piquer sa pâte. Ah. Avec une fourchette, à D'accord. l'ancienne. L'important, c'est qu'il y ait de l'air qui passe. Exactement, qui passe pour en fait empêcher la pâte de gonfler. Ça, plus le repos, ça va faire que la pâte ne gonfle pas. Donc si jamais D'accord. vous cuisez même sur un papier cuisson, tout simple, sulfurisé, Oui. on pique sa pâte juste après l'avoir foncée avec une fourchette. Ok. Voilà. Et là, on va l'enfourner. Donc, Oui. je vais vous donner les températures de cuisson. Donc, mon four est chaud. On enfourne toujours à chaud. Et pendant que je mets mon petit timer, donc on met 15 minutes pour une première cuisson. La première cuisson, elle va permettre en fait à la pâte de se décoller du cercle, de se rétracter un petit peu. C'est normal que ça se rétracte un peu. En revanche, il ne faut pas donc qu'elle se rétracte de trop, sinon c'est qu'on a trop travaillé sa pâte. Et on va, au lieu d'avoir une tarte de 16 cm, on va avoir une tarte de 15,5. Et parfois, quand on veut mettre des choses dessus, des moules, des mousses, ça peut être gênant. Et 15 minutes, ensuite on va la dorer et on la recuira un petit peu. D'accord. Voilà. Ok. Parfait. Alors, pendant que la pâte cuit, Ouais. nous, on s'attaque à quoi? Alors, on va s'attaquer à la vaisselle. Non, je rigole. On va s'attaquer à la crème d'amande. Crème d'amande. On va Ok. faire la crème d'amande, exactement. Donc, pour faire une crème d'amande, Oui, donc tout le monde demande, là, on met rien, on met pas des billes, des haricots, Alors, tout ça. Hein. si on sait bien foncer, c'est-à-dire si on arrive à bien descendre sa pâte le long du cercle avec un bel angle droit comme on a vu, il n'y a pas besoin. Si la pâte a bien du repos, si la recette de la pâte est Voilà, bien respectée, bien etc. respectée. D'accord. En revanche, par contre, si vous cuisez par exemple avec un moule qui a un fond, comme un moule à quiche, Oui. là c'est un petit peu différent. Bien souvent, ça va avoir oui. un petit peu plus tendance à retomber. Donc si vous voyez que ça tient pas bien, vous pouvez mettre des pois à l'intérieur avec du papier sulfurisé. Mettez vraiment des pois jusqu'à ras des bords de la tarte et ça va vous permettre à la tarte de ne pas retomber. Ok. Alors attends, on a beaucoup de questions. Ouais. Le tapis était perforé et la plaque était perforée. Alors oui, mais je ne l'ai pas dit. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, on s'en fiche. La plaque n'a pas besoin d'être perforée. Ah d'accord. On va dire qu'une plaque perforée ne remplace pas le tapis. Qui sont perforés. Donc l'indispensable, c'est le tapis. Exactement. En tous les cas, pour une pâte à tarte. Pour une pâte à tarte, avec ce cercle. Avec ce cercle, voilà. Et si on veut Qui ne pas s'en piquer fait. sa pâte. Maintenant, Voilà, on peut très bien la piquer. on peut il y a faire aucun autrement. souci. Ok. La plaque de cuisson perforée, on va dire que d'une manière générale, ça va permettre une meilleure cuisson des produits, que l'air circule mieux, et c'est un petit peu plus léger à manipuler aussi quand on a des choses dessus. Mais... Est-ce que tu as donné le degré de température? Peut-être pas, c'est possible. Oui, parce que tout le monde demande. Alors, 160 degrés. 160. Pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Éventuellement, si vous savez que votre four il est un petit peu moins efficace qu'un autre parce qu'il est peut-être un petit peu vieux ou des choses comme ça, 170 degrés. Mais bien surveiller la cuisson, il faut que ça ait le temps de cuire tout doucement. Il y a même des pâtissiers qui cuisent à 150 degrés. Donc voilà, ne brusquez pas la cuisson. Ok. Et dernière chose que j'ai pas dite, non c'est bon, le four est chauffé et ça fait l'affaire. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on peut passer à la... On va pas faire.
Déjà, on va aller jeter un coup d'œil, vérifier que la pâte elle tombe pas. C'est bon. C'est bon. Je vais pas passer le point. Donc, on a notre beurre dans un cul de poule. Ouais. Et donc, c'est du beurre en fait pommade. C'est-à-dire, là pour le coup, j'ai pas eu à faire Beurre grand-chose. pommade, ok. J'ai juste sorti il y a 2-3 heures du frigo. Il est bien mou. Je sais pas si les gens peuvent voir. Oui. Ouais, il est bien mou déjà. Et ça, c'est la clé pour une belle crème d'amande. Donc, avoir un beurre bien mou. Ça aurait été pareil, par exemple, si on avait fait la technique du crémage pour la pâte à tarte. Ouais. Et donc, une crème d'amande, c'est très simple. La recette de base, qui est quand même la plupart du temps celle que tout le monde utilise, c'est un temps pour temps entre votre beurre, votre sucre, votre poudre d'amande, donc ça peut être une poudre de noisette ou une poudre de pistache, et votre œuf. D'accord. Donc, pas besoin de réinventer les choses. Après, on peut s'amuser à utiliser des sucres différents. On peut parfumer sa crème d'amande. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un petit peu de zeste de citron dans mon sucre. Ouais. Ça va vraiment permettre de parfumer un petit peu ma crème d'amande, apporter un petit peu de fraîcheur. Okay. Et l'idéal, c'est de mettre votre zeste de citron quelques minutes, une demi-heure avant dans le sucre. Ah, pour qu'il imprègne un peu le sucre. Exactement. J'ai appris ça il y a très longtemps, bien avant de passer mon CAP, dans un livre de Pierre Hervé. Si jamais il nous regarde, merci. Merci chef. Hop, un petit peu de sucre et on va mettre. Donc là, pareil, la quantité, elle va vous permettre de faire une tarte de 4 personnes. Hop. Et on mélange bien, et quand son beurre est bien mou, c'est super facile, il n'y a rien à faire. Pas besoin de prendre le robot. Oui, là ça va vite. Ouais. Et je sais pas si Julie, tu peux confirmer, mais ça sent quand même déjà bon le citron. Oui, c'est vrai. Alors vous pouvez utiliser du citron jaune si vous préférez, il n'y a pas de problème. Juste prenez bien des citrons non traités ou des citrons bio, et même rincez-les un petit peu de toutes les manières. Ça permet de s'assurer qu'on ne met pas des mauvaises choses dedans. De la poudre d'amande. La même que tout à l'heure. La même que tout à l'heure, tout à fait. Okay. Et je mets un petit peu, j'en mets à peu près un tiers. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire pour mes crèmes d'amande, c'est plutôt que de mettre tout mon œuf, toute ma poudre d'amande d'abord, et de risquer en fait d'avoir une préparation soit un peu trop compacte, plus difficile à mélanger si je mets toute ma poudre d'amande, ou un peu trop liquide si je mets tout mon œuf. Et ben en fait, j'alterne un petit peu les deux. Et je trouve que ça fait vraiment un beau mélange. Ça permet de s'assurer qu'on ne va pas avoir non plus des morceaux de beurre dedans qu'on n'aurait pas bien mélangé, parce qu'on a une belle texture et on voit bien ce qu'on fait en fait. Ouais. Alors tiens, tu as mis les zestes dans le sucre. Oui. Est-ce qu'on aurait pu mettre les zestes dans le beurre? Alors oui, tout à fait. On aurait pu. Le gras du beurre peut aussi permettre de diffuser les saveurs. Ça n'a pas de grande importance. Moi j'ai plutôt appris à le mettre dans le sucre, mais très franchement, les deux sont très bons. D'accord. Donc la poudre, on y va doucement. Ouais, j'ai mis en 2 fois. En ajoutant un petit peu d'œuf. D'œuf entre les deux, exactement. Bon, après, si vous avez l'habitude de la faire autrement et que ça fonctionne pour vous, pas besoin de tout changer juste parce que je vous l'ai dit. Moi, je vous montre comment j'aime bien faire. Nous, on écoute les conseils. Oui, ben voilà. Après, regardez, faire un autre pâtissier, un autre chef. Il vous dira d'autres façons de faire qui fonctionnent aussi. Après, il faut s'approprier. Exactement. Et faire comme on est le plus à l'aise. Au début, je suivais les recettes à la lettre et puis au fur et à mesure, j'ai appris à me les approprier exactement. Donc là, on a une belle crème d'amande qui est bien onctueuse. Et là, il y a deux options. Soit on la laisse reposer au frais en la filmant au contact, en la remettant dans un petit bol. Soit tout simplement on la utilise tout de suite si notre pâte à tarte est prête. Il n'y a pas de grosse différence. Ah oui, okay. Voilà. Donc faites un petit peu comme vous le sentez. Nous on va la mettre de côté et je vais quand même la mettre au frais parce qu'il fait quand même sacrément chaud. Ou alors, non, encore mieux, je vais la mettre directement en poche. Ah bah oui. Hop. Alors ça aussi, on me pose pas mal de questions d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on utilise des poches jetables? C'est pour la simple et bonne raison que les poches réutilisables, c'est vraiment pas recommandé pour des raisons d'hygiène. C'est assez difficile à bien laver et surtout à bien sécher. Et nous, on ne peut pas se permettre. Et je vous même des conseils à la maison. On
fait tous notre part pour l'environnement et la planète, mais on n'a personne envie de tomber malade. Ouais. Parce qu'une poche est pas propre. Ouais. Chacun fait comme il veut. Hop. Et on va la mettre directement dedans, surtout si on sait qu'on va l'utiliser bientôt. Alors là, moi, ma petite astuce, c'est un autre chef à la télé qui m'a appris ça. C'est de la mettre dans un support pour ne pas avoir à tenir avec les mains. Ouais. Je le fais très souvent. Et pareil, c'est Christophe Michalak dans son émission à la télé il y a quelques années. Il faisait tout le temps ça et ça m'a marqué. Voilà. C'est une bonne idée. Tac. Pas besoin de mettre de douille. Ouais. Et on pousse bien au fond. Et on pousse bien au fond, on essaye un petit peu de retirer l'air. C'est pas très grave si vous en avez, c'est juste vous risquez de vous éclabousser de crème d'amande au moment du pochage, ça risque de vous faire une petite explosion. Mais c'est pas très grave. Et après, éventuellement, petite astuce bonus, quand il y a besoin, parfois ça peut être pratique de faire un petit nœud avec sa poche. Ouais. Pour être sûr que ça ne peut pas s'échapper. Oui, quand c'est une petite quantité. Comme ça. Alors, on peut faire ça dans une poche à douille en silicone, dans ce qu'on veut. Tout à fait, oui. Si la poche est suffisamment souple. Ouais. Donc je vais la mettre un petit peu au frais. Ok. Et on l'utilisera tout à l'heure. Tac. Et on va pouvoir passer, donc normalement là on va pouvoir passer au confit de cassis. Ok. Hop. Est-ce que c'est j'anticipe les questions, c'est une tarte, une recette qu'on peut adapter après selon les saisons? Oui. Parce que là on est dans le cassis et la myrtille. Tout à fait, on peut tout à fait penser, on aurait pu la faire par exemple aux framboises, ouais. Ce serait très très bon. On peut la faire un petit peu plus tard avec les mûres. Ouais. Et j'ai même envie de vous dire avec n'importe quel fruit rouge déjà, et même partir sur des fruits jaunes. Là on a déjà des beaux abricots. Après c'est juste que la recette par exemple du confit, elle va varier un petit peu en fonction des fruits qu'on utilise. Oui, c'est sûr. C'est jamais exactement identique, mais ça va être principalement soit la quantité de sucre, soit de pectine qui va changer un petit peu. Voilà. D'accord. Mais on aurait tout à fait pu utiliser un autre fruit. Et donc pour faire notre confit, on a finalement assez peu d'ingrédients. Donc là déjà dans ma casserole, j'ai des myrtilles fraîches et un petit peu de purée de myrtilles, de cassis. De cassis. Ouais, de cassis. Là j'utilise de la purée de fruits plutôt que du cassis frais, déjà parce que le cassis frais arrive quand même plus tard dans l'été. Et déjà on n'a pas forcément toujours une régularité dans le produit. En fonction des années, il n'est pas toujours aussi bon. Et surtout, c'est très granuleux, il y a beaucoup de petites fibres. Donc la purée, elle est déjà filtrée. Ici, c'est une purée qui n'est pas sucrée. Et donc, si jamais votre purée est sucrée, pensez à réduire un petit peu la quantité de sucre dans la recette pour pas que ce soit trop sucré. Juste, je reviens sur la crème d'amande. Oui. Si on n'infuse pas avec les zestes de citron vert, est-ce qu'il y aura moins de goût? Alors, non, ce sera quand même très goûtu. C'est juste qu'il y aura un petit parfum en moins. Je ne vais pas vous dire qu'à la dégustation, on se dit tout de suite il y a des zestes de citron vert. C'est quand même un élément parmi les autres, mais ça construit le goût d'une manière globale. Et si on veut mettre d'autres zestes, ou même si on veut mettre un petit peu de vanille dans sa crème d'amande, n'hésitez pas, ça pourrait être très très bon. Le citron va apporter un petit peu plus de fraîcheur. Ok, donc on a notre confit de cassis. Ouais. On a notre confit cassis qui est composé donc de purée de cassis, de myrtilles fraîches. On pourrait très bien remplacer par un petit peu de purée de myrtille si on préfère. Un petit peu de jus de citron. Désolé. Donc là je sors la plaque pour cuire le confit. Un petit peu de jus de citron. Ça peut être du jus de citron jaune, du jus de citron vert. Ça n'a pas d'importance. Ça fonctionne dans les deux cas. Et un petit peu de sucre et de pectine. D'accord. Donc la pectine, c'est ce qu'on appelle un gélifiant, mais ça n'est pas de la gélatine. C'est différent. C'est un gélifiant naturel qui vient principalement de fruits et qui s'utilise notamment par exemple pour faire des confitures ou des compotés pour les gélifier un petit peu. Et la particularité de la pectine, c'est qu'on va l'utiliser bien souvent, quasiment tout le temps, en la mélangeant en fait avec du sucre. Parce que si on la mettait directement dans notre préparation une fois qu'elle est chaude, la pectine va avoir tendance à faire des grains.
et à faire des grumeaux. Donc la pectine, c'est ce qui est un petit peu beige dans mon sucre et que je vais mélanger bien avec le sucre comme ça pour que quand je vais le mettre dans ma préparation qui aura déjà chauffé, eh ben, je risque pas d'avoir des grumeaux, tout simplement. Et à part, j'ai une autre pesée de sucre. Donc vous verrez dans la recette, vous avez 2 pesées de sucre, une plus grande qu'on va mettre à chauffer avec nos fruits et une plus petite qui sert à mélanger la pectine qu'on ajoute un petit peu plus tard. D'accord. Tac. On va aller. Donc toi, tu utilises de la pectine, mais on peut mettre des feuilles de sinon Alors, gélatine. on pourrait mettre de la gélatine, mais le souci qu'on aurait avec la gélatine, c'est que vous allez voir, moi, le confit, en fait, je vais le faire prendre au froid, c'est-à-dire je vais le faire refroidir, pour parler plus simplement. Et ensuite, je vais le retravailler, je vais le mixer un petit peu ou le détendre avec un fouet pour avoir une belle texture bien compotée, bien fondante en bouche. Si je ne le fais pas, par exemple avec de la pectine, je vais avoir une texture un petit peu plus figée, un petit peu plus cassante. Par contre, si j'utilise de la gélatine, déjà la quantité ne sera pas forcément exactement la même. Et la gélatine va me donner une texture qui ne va pas se tenir quand je vais vouloir la détendre. Donc en fait, je suis obligé de la couler directement et la couler chaude dans ma tarte, c'est pas l'idéal. Donc vaut mieux utiliser de la pectine. Voilà. On va donc mettre à chauffer. Pour ça, je vais prendre un fouet. Je vais allumer mon feu, pas trop fort, vraiment pas trop fort, parce que la purée de cassis va avoir tendance à accrocher un petit peu, c'est très épais. Et je veux quand même laisser un petit peu de temps à mes myrtilles de compoter un petit peu, en tous les cas de rendre un petit peu de jus. Donc là on les voit plus, elles sont mélangées dans la purée de cassis. Et le jus de citron, c'est vraiment pour le goût. Alors non, le jus de citron, c'est une bonne question, j'aurais dû le dire avant. Le jus de citron, oui, ça va apporter un petit peu plus d'acidité, c'est jamais mauvais, mais en fait c'est aussi pour l'acidité en termes de pH, de niveau d'acidité de la préparation pour que la pectine puisse bien agir. Et parce que la pectine a besoin d'un milieu avec une certaine acidité pour bien fonctionner et donc d'un fruit à un autre. On mettra du citron ou un petit peu d'acide en poudre pour rééquilibrer en fait la préparation en fonction du fruit. Donc là, on va laisser légèrement chauffer en faisant bien attention et je vais aller sortir ma tarte du four. Hop. Est-ce que y a des gens là qui sont motivés pour faire leur confit de cassis eux-mêmes, leur purée de cassis eux-mêmes? Oui, alors on peut tout à fait. Il faut prendre du bon cassis, bien l'écraser, bien le mixer et même le chinoiser un petit peu avec un petit chinois pour retirer toutes les peaux, etc. qui ne vont pas être très agréables. Parce qu'après, sinon, éventuellement, avec une centrifugeuse, et dans ces cas-là, vous allez plus avoir un jus parce que ça va vous retirer toute la chair. Donc, si vous avez accès à du bon cassis, ça peut être super aussi. D'accord. Je vais juste reprendre un petit couteau. Là, on a sorti la pâte. Voilà. Et là, pour faciliter un petit peu son décerclage, vous voyez, je peux passer éventuellement la lame de mon couteau. Ça sent très très bon. Là, quand la pâte est bien cuite, elle torréfie un petit peu. Vous voyez, j'aurais peut-être dû beurrer un petit peu plus mon cercle. Et donc, on passe éventuellement très légèrement la lame. Faites attention, c'est chaud. Pas vous brûler. Vous pouvez éventuellement attendre un petit peu. Là, elle est presque décerclée. Donc ça, c'est après 15 minutes. C'est le premier temps de cuisson. Exactement. Mais elle est déjà un petit peu colorée. Elle est déjà... oui. Hop. Et voilà. Hop. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... donc, on va la laisser tiédir quelques minutes. J'ai coupé mon feu en attendant pour ne pas risquer que ça brûle. Et on va pouvoir ensuite la dorer un petit peu et mettre notre crème d'amande avec nos myrtilles fraîches à l'intérieur. Ok. Tac.
On reviendra après sur l'histoire des sucres, des deux sucres, parce que les gens demandaient pourquoi il y avait 2 sucres en 2 fois, D'accord. etc. Eh ben, pas de souci, pendant que le cassis rechauffe un petit peu. Donc, les 2 sucres, vous voyez, dès que ma compotée, dès que mes myrtilles commencent un petit peu à compoter, à se ramollir, c'est à ce moment-là que je vais mettre mon premier sucre, que lui, je vais faire cuire en fait, ce qui va permettre au sucre de cuire un petit peu plus facilement, d'apporter un petit peu plus de moelleux en fait à mon confit, parce qu'il va cuire un petit peu plus longtemps. Ça va me permettre aussi, quand je vais ajouter ma pectine mélangée à mon sucre, de moins faire redescendre en température ma préparation. Parce qu'il ne faut pas que la préparation soit trop froide, trop tiède, sinon en fait la pectine, encore une fois, risque de faire des grumeaux. Hop. Une fois que mon mélange bout très légèrement, vraiment une toute petite ébullition, je ne suis pas vraiment à 100 degrés, là je coupe mon feu, là, il est complètement coupé, et je vais commencer à ajouter mon autre sucre avec la pectine. Avec la pectine. Et alors je fais bien attention à verser et à mélanger en même temps avec mon fouet, et à verser ce qu'on appelle verser en pluie. C'est-à-dire je ne verse pas tout d'un coup et j'essaye de faire une petite traînée de pectine et de sucre. Et pourquoi, c'est quoi le danger là? Le danger, c'est d'avoir des grumeaux tout simplement. Si on verse tout d'un coup, qu'on ne mélange pas bien, que la pectine n'est pas bien mélangée à son sucre, ça va nous faire des grumeaux. D'ailleurs, c'est le même problème qu'on peut avoir avec de l'agar-agar. Faut faire attention aussi avec l'agar-agar. Ça fige tout de suite en fait si c'est pas bien mélangé. Donc on peut le faire avec de l'agar-agar, mais... Alors, on pourrait le faire avec l'agar-agar, on ferait ce qu'on appelle un gel, c'est-à-dire qu'on ferait notre gelée à l'agar-agar, on la ferait refroidir au frigo, et une fois qu'elle est bien froide, on la mixe. Mais, encore une fois, les quantités d'agar-agar ne sont pas équivalentes à celles de la pectine, et qui plus est, je ne vais pas prétendre les connaître de tête. Et là, j'ajoute mon jus de citron. Et maintenant, je vais refaire bouillir. Là, cette fois-ci, on va faire bien bouillir pendant une bonne dizaine de secondes pour s'assurer que la pectine va pouvoir bien s'activer en fait. Il fallait pas que ça boue lorsqu'on a ajouté la pectine. Non, il ne faut pas mélanger pendant que votre mélange bout ou chauffe. Sinon, encore une fois, le risque, c'est que ça fiche trop vite. Donc on coupe le feu, comme ça on est tranquille pour ajouter son sucre. D'accord. Et par contre, une fois qu'on a ajouté son sucre mélangé à la pectine, et là le on jus de rechauffe. citron, et le là, jus de citron, exactement. Il faut vraiment éteindre le feu. Oui, ou se retirer du feu. De toute façon, oui, ou se retirer du feu. Ça dépend si on est sur du gaz ou... Mais bon, autant couper le gaz. Et donc là, ça bout un petit peu, je mélange bien et je laisse bouillir pendant une petite dizaine de secondes. Hop. Là, ça va me permettre de réduire un petit peu, de perdre un petit peu d'eau, de concentrer mon confit et tout simplement de m'assurer que la pectine va bien fonctionner, va bien s'activer et que j'aurai la texture désirée parce que sinon ça risque d'être soit un petit peu trop liquide ou si je le cuis trop, au contraire, ça va être trop épais. Hop. On met un petit coup de turbo. Comment? On met un petit coup de turbo. On met un petit coup de turbo, ça marche. Allez. Hop. On va le débarrasser dans un support. Donc ici j'utilise une petite barquette. Et on le laisse refroidir gentiment. Et on laisse refroidir gentiment, alors dans un premier temps à température ambiante, parce que si vous mettez quelque chose de bouillant comme ça au frigo, ça va pas être top. Et tout simplement, ensuite on filme avec un papier film pour éviter que ça croûte. Et une fois qu'il est complètement refroidi, il faudra compter à peu près 2-3 heures. Une fois qu'il est tiède et donc on le met au frigo, il va refroidir en 2-3 heures. Et là, on viendra le mixer avec un mixeur plongeant pour avoir une belle texture de compotée. Donc, on le laisse à température ambiante dans un premier temps. Ok. Pendant ce temps-là, on va pouvoir dorer notre tarte. Oui. Donc pour ça, c'est très simple. Pareil, dans la recette, vous avez aussi la quantité de jaune d'œuf et de crème qu'il vous faut. Donc typiquement, c'est 20 g de jaune, 5 g de crème. Et
Donc là, moi, ma dorure est déjà prête. Je prends un pinceau, je viens appliquer la dorure tout autour. Et la dorure, elle va bien sûr permettre à la tarte de dorer, de prendre une belle couleur brune ou dorée. Mais ça va permettre aussi de la protéger un petit peu de l'humidité, par exemple des frigos ou des vitrines chez nous. Et éventuellement, parfois, on peut même en mettre à l'intérieur en fonction de ce qu'on met dans la tarte. Donc là, vu qu'on va mettre une crème d'amande, il n'y a pas besoin d'en mettre à l'intérieur, mais sinon, on peut en mettre un petit peu. D'accord. On prend notre crème d'amande qu'on a préparée tout à l'heure. Oui. Je vais avoir le ciseau là. Tac. Le confit de cassis, là, on aurait pu le mixer à chaud aussi? On peut le mixer à chaud, mais de toute manière, il faudra quand même le remixer à froid. D'accord. Pour avoir cette fameuse texture bien compotée. Alors si jamais vous n'avez pas un bon mixeur, etc., vous pouvez mixer peut-être à chaud et ne faire que le détendre à froid. Ça marche aussi. Hop. Donc on met sa crème d'amande. Si on n'a pas de poche à douille, on peut aussi utiliser une petite spatule pour bien lisser. Hop. Vous voyez, on a vraiment pile la bonne quantité. Ouais. Si vous avez des petits trous, vous inquiétez pas, ça va se lisser à la cuisson. Et on va mettre quelques myrtilles fraîches. Ok. Et pourquoi tu as doré avec cette recette plutôt que de mettre juste du jaune d'œuf? Alors juste du jaune d'œuf, ça va pas être suffisant pour faire une belle dorure sur une pâte à tarte. Ça va pas bien la lustrer, ça va pas aussi bien réagir par exemple que sur de la viennoiserie. Même si sur la viennoiserie vous avez un milliard de recettes. Il y en a qui mettent du jaune, du lait, de la crème, des œufs entiers. Et par contre, on peut ne pas mettre de crème, on pourrait mettre un petit peu de lait, mais ça vous fait une dorure, à mon sens, un petit peu moins brillante et un petit peu moins nappante et un petit peu moins vive aussi en termes de couleur. Donc je préfère utiliser cette recette-là. D'accord. Je ne l'ai pas inventée. Hop, c'est Ok. prêt à aller au four. Donc ça repart au four. Ça repart au four Pendant pour une combien de temps? quinzaine de minutes. 15 minutes et toujours à 160? Ouais, toujours à 160. Ok. C'est Et parti. la magie du direct à nouveau, c'est que j'en ai déjà deux cuites. Voilà. Donc quand ça sort du four après 15 minutes, Ça ressemble à ça. Hop. La filme. Éventuellement, si ça vous arrange, vous pouvez la faire le matin, la finir le soir. ouais. Vous voyez, on la filme Ok. bien. Donc voilà, on voit que les myrtilles, elles ont bien compoté, elles ont rendu un petit peu de jus, mais elles ont gardé quand même de la texture. Donc Ouais. ça va être super bon. On la met de Super. côté, puisque là, Oui. on va faire notre mousse dans un premier temps. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste la mousse La et mousse. après juste dresser. Ok, super. Allez, il nous reste 6 minutes. Ok, Allez Aurélien, on peut le faire. ça marche. Donc, dans un premier temps, on va monter donc, notre crème froide et notre mascarpone dans le batteur. Donc là, il y a de la crème. De la crème, Crème liquide entière, crème liquide entière. 30% de matière grasse minimum. D'accord. Si vous arrivez à mettre la main sur du 35%. Oui, C'est c'est encore c'est mieux. mieux. Hop. Et tu disais de la crème et... Je cherche juste mon fouet. T'as vu? On va voir quelque part. Il est au frais, je crois. Voilà. Vous voyez, il fait tellement chaud que j'ai mis mon fouet au frais. Pour une chantilly, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et on va monter au batteur. Donc là, on peut se mettre directement vitesse moyenne. Le but du jeu, ça va être d'avoir une texture bien montée. Parce que sinon, on va avoir une mousse qui va être trop légère. D'accord. Et ensuite, pour notre mousse, on a du lait entier dans une petite casserole. Alors vous allez voir, c'est une petite quantité. Ouais. Nous, on a l'habitude plutôt de la faire en grande Oui. quantité, c'est plus simple. Bah Là, oui. c'est une petite quantité, c'est un petit challenge, mais ça va le faire. Et on a notre lait, on va gratter une gousse de vanille. Tac, petit couteau. On jette un œil sur sa crème qui monte, s'assurer que. Donc, on gratte la gousse de vanille. Hop. Donc, normalement, idéalement, on la fait infuser une quinzaine de minutes
Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus vite. Le mascarpone, il est déjà dans... Il était déjà avec la crème. Dans la tout à crème, fait. bien au frais. Bien au frais, exactement. Et je vais vous montrer, j'ai donc du chocolat blanc dans cette recette de mousse. Oui. Ici, c'est un chocolat blanc au Palice, assez tendre, assez lacté. Je vais le faire légèrement fondre. Un petit coup de micro-ondes. Un petit peu de micro-ondes, exactement. Il faut bien faire attention, c'est une toute petite quantité, donc ça va assez vite. Et ici, j'ai un petit peu de cream cheese. Ok. Donc c'est ça qui va apporter un léger goût. Donc dans la chantilly, du coup, on a de la crème, du mascarpone, de la cream cheese. Alors le cream cheese, il ne va pas dans la chantilly, il va aller dans le lait en fait. D'accord. Et j'ai un petit poil de gélatine pour m'éviter à mettre trop de chocolat blanc et trop sucrer ma préparation. D'accord. Donc on fait légèrement chauffer son lait. Oui. Hop. On récupère son chocolat. Chocolat de lait avec la vanille. Exactement. Donc là j'ai vraiment une toute petite quantité, vous verrez dans la recette. Donc on fait bien attention. La gélatine, moi je l'ai hydratée d'avance parce que c'est une gélatine en poudre, gélatine de poisson. Donc ça peut s'hydrater à l'avance. Si vous utilisez des gélatines en feuilles, il faut le faire sur le moment et les laisser juste 10 minutes dans l'eau. Mon chocolat blanc est fondu. Je vais pouvoir... C'est bon, je surveille tout à la fois, tout va bien. Ma gélatine, donc dans mon lait qui a chauffé légèrement bouilli, mais vraiment très peu parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Je mets ma gélatine dedans, donc dans mon lait chaud, mais qui n'est pas bouillant, parce que s'il est bouillant, il risque d'abîmer, entre guillemets, de réduire le pouvoir gélifiant de la gélatine. Donc on n'est jamais dans une préparation bouillante. On va mettre le cream cheese également dedans. Tout ça, le cream cheese, ça se trouve, c'est du type Philadelphia, quoi. Philadelphia, exactement. Ça se trouve en grande surface. Hein, oui, ça se trouve en grande surface. Hop, je vais couper ma crème montée. Je vais vous montrer la texture qu'elle a. Elle doit être quand même assez montée. Hein. On pourrait la pocher et avoir une belle chantilly sur un Saint-Honoré, par exemple. Alors techniquement, c'est pas une chantilly parce qu'il n'y a pas de sucre. Le chantilly, il y a du sucre dedans, mais c'est une crème montée. Je fais bien fondre mon cream cheese. Oui. Hop. Et ensuite, on va verser ça sur le chocolat. Tac. On verse. On voit que j'ai été généreux en anis. On va mélanger. Ici, on peut utiliser un petit fouet pour faciliter le mélange. On va mesurer quand même la température de notre préparation pour s'assurer que c'est pas trop chaud. Faut pas que ça dépasse combien? Idéalement, il ne faut pas que ça dépasse 30 degrés. Là, je suis à 30 et quelques. Un tout petit peu plus. Mais en mettant un petit peu de crème montée dedans, ça va me faire refroidir le mélange. Est-ce qu'on est obligé de mettre tout, le mascarpone, le cream cheese, etc. Alors, le mascarpone, c'est quand même mieux. De toute façon, c'est dans la crème. Exactement, il est dans la crème. Éventuellement, si vous ne trouvez pas de cream cheese, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pourriez le remplacer par du fromage frais, par exemple. C'est assez similaire. Ça marcherait aussi très très bien. Mais le mascarpone, il est vraiment là pour texturer un petit peu notre mousse. Donc, vous voyez, au début, on peut même s'aider un petit peu d'un fouet. Parce que comme on est sur une préparation qui est très liquide et une préparation qui est très montée, si on ne détend pas un petit peu son mélange au départ, il peut y avoir des petits grumeaux. Il peut y avoir des petits grumeaux. On voit bien aussi l'apport du chocolat blanc qui est utilisé, qui est plus blanc que d'autres chocolats. Ça nous fait une belle mousse encore plus blanche. Bien souvent, le beurre de cacao, en fait, c'est plutôt jaune. On détend bien et on incorpore bien délicatement. Je rabats un petit peu la mousse sur elle-même.
Et je peux finir le mélange avec un fouet. Pour avoir une belle texture. Alors c'est vrai que tu avais un petit thermomètre qui était sympa parce que on ne plongeait pas dans le... Alors c'est ce qu'on appelle un thermomètre laser. Ouais. Qui est très utilisé quand on n'a pas vraiment besoin de prendre la température à cœur. Donc par exemple le travail du chocolat. Hein, quand on tempère du chocolat, une sonde c'est pas très pratique. Et donc. Et ça coûte cher ça? Non, ça coûte pas très cher. Ça se trouve dans des magasins spécialisés ou même sur internet, peut-être même dans des quincailleries. Okay. Je peux pas vous dire le prix exactement. Mais... Non, mais c'est accessible. C'est accessible, oui, tout à fait. Après, thermomètre laser. Certainement de différentes qualités. Oui. Hein. Alors, une fois qu'on a tout mélangé. Oui. Alors, vous avez vu la mousse. Hein. Oui. Je peux pas vous en. C'est très facile à étaler, mais la seule chose que je voulais dire, c'est qu'il m'en reste, mais c'est parce que je peux pas vous donner une quantité plus petite à faire. Oui, sinon, on n'y arrive tout simplement pas. Donc, n'hésitez pas si vous en reste. À faire des petites verrines avec, ou tout simplement sachez que vous pouvez faire une plus grande tarte. Non, mais des petites verrines avec les fruits frais dedans. Exactement. Ça passe très bien au petit-déj. Au petit-déj, au goûter, toutes les heures de la journée en vrai. Hop. On va donc là, l'idée, c'est bien plat. Hein. Ouais, c'est bien plat, mais je suis pas ras encore, parce qu'il me faut de la place pour mon confit. Et là, on va la mettre donc à la maison. Moi, je vous recommande de la passer un petit coup au congélateur pour que la mousse fige un petit peu. Nous, on va tricher un petit peu. On va mettre ça en cellule de refroidissement, juste 1 ou 2 minutes, le temps de mixer notre confit. Et après, on pourra finir la tarte. Ok. Je reviens. La cellule de refroidissement est dans le labo juste derrière. Ah. Si jamais tu veux les amener, je sais pas si tu veux. Ah bah oui. Hop. Hop. Allez, comme ça on découvre le labo. Bah, c'est là. Hop. Cellule de refroidissement, c'est le rêve de tout pâtissier amateur à la maison. Hein. Il a fallu que j'attende longtemps avant d'avoir la mienne, mais maintenant c'est chose faite. Tac. Hop. Donc, le confit de cassis qui était déjà fait, on va récupérer et qu'on va mixer. Je vais essayer de pas attacher ma belle veste blanche. Alors oui, quand la pâte là, quand il y a la crème d'amande et le confit, tout ça, on le fait reposer combien de fois après la sortie du four? Combien de temps? Quand on a cuit avec la crème d'amande, c'est ça? Oui. Et ben il faut plus que ce soit chaud. D'accord. Il faut plus que ce soit chaud, même éviter que ce soit tiède. À température ambiante, je sais pas, compter une bonne vingtaine de minutes. Ouais, une demi-heure. Une demi-heure peut-être. Ok. J'ai pas le temps précis en tête. Donc là, tu as mis tout ton confit. J'ai mis tout mon confit et je vais mixer avec un mixeur plongeant. Donc là, vous voyez la texture. Si je le mélangeais un petit peu, j'aurais une belle texture, mais en le mixant, je vais vraiment avoir une texture. Bien moelleuse. Vous allez voir, ça n'aura rien à voir. Ah tiens, il y avait une petite question quand même, congélation. Ouais. Alors c'est vrai que si on a congelé la pâte avant de l'enfourner, tu sais, possiblement, crue, on l'a congelée. Après, on l'a mise au four. Et là, on la remet en cellule. Non, il n'y a pas de problème. Il y a une cuisson. Ouais, et puis, il faut se dire qu'on n'est pas sur une crème, on n'est pas sur des fruits, on n'est pas sur des légumes. On est sur un biscuit. Donc, dans le pire des cas, si vous vous amusez trop à le congeler, décongeler, vous allez lui faire prendre de l'humidité, mais vous risquez rien d'un point de vue bactériologique. Rien de sanitaire. Okay. Non, rien de sanitaire. Donc, on mixe. Et vous avez vu, pour ça, j'ai pris un petit pichet. Pour passer avec la mousse. Et pour avoir suffisamment d'épaisseur aussi pour mixer. Ça peut toujours éclabousser un petit peu. Je m'excuse si je vous tâche. Vous, derrière le téléphone, vous êtes tranquille. Mais... Ouais, je m'approche pas trop. Derrière l'écran, derrière le téléphone, peut-être un petit peu moins. Ouais. Hop, et là, on voit qu'on a une belle texture, bien onctueuse. Hein. Je vais vous remontrer, mais... Là, ça n'a plus rien à voir. Et ça, il n'y a que le confit qui vous donne une texture aussi moelleuse. Éventuellement, si on sait bien manier l'agar-agar, on peut obtenir une texture assez similaire. Mais ce ne sera pas tout à fait aussi épais, ce sera un petit peu plus liquide.
Hop. Ça, on va le mettre en poche Mhm. pour que ce soit plus pratique. Ok. Je reprends mon ustensile favori. Si jamais vous vous demandez, donc comme je vous ai dit, la texture de la mousse, la quantité de mousse, vous en avez un petit peu trop pour une seule tarte de 4 personnes. À mon humble avis, vous avez largement de quoi faire une tarte de 6 ou 8 personnes, par exemple 20 ou 22 cm. D'accord. Donc pas besoin d'augmenter les quantités. Donc on a la crème, le confit, la pâte qui est prête avec la et crème on a d'amande, des myrtilles aussi qui sont les prêts. myrtilles. Tac. Et on va pouvoir Tout passer est prêt. au montage. Montage, super. On retourne dans la cellule. On tourne. Alors, on va libérer la tarte. Là, vous allez voir, c'est magique, c'est déjà pris. Hein. Ah oui. Faut pas rester enfermé là-dedans. Non, faut même pas un doigt de pied, même pas un orteil, Ouais. rien du tout. Tac. Et là, on va avoir la belle texture. Je vais me mettre bien devant. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà un petit cordon de sécurité tout autour. Bon là, ma crème, ma mousse, pardon, est prise, hein, donc il n'y a pas de risque. Et si jamais elle n'était pas tout à fait prise, voilà. Et après, on peut se faire plaisir. Donc c'est toujours pareil, quand on veut lisser une préparation, il en faut toujours un petit peu plus que ce qu'il faut pour pouvoir bien lisser. Et après, surtout, une grande spatule, comme ceci. Ah, parce que là, donc, on va le... Là, on va le lisser bien à ras pour pouvoir disposer en fait nos myrtilles à plat dessus. Donc, un petit geste vers l'extérieur. Un petit geste vers l'extérieur. Au début, en fait, je fais un petit geste vers l'extérieur partout pour pouvoir retirer petit à petit l'excédent et bien m'assurer qu'en fait, j'en ai bien partout, je comble bien D'accord. tous les bords. Et ensuite, je peux faire un Petit à petit, truc. on remonte. Exactement, on remonte. Voilà. Ça permet d'éviter de faire un seul geste où en fait, on en mettrait partout par Oui, terre, oui, enfin, oui. sur le plan de travail. Et là, c'est bien lissé. Parfait. On nettoie un petit peu l'arête Mhm. pour que ce soit bien propre. Je vais quand même sortir la tarte du four qui doit être cuite. Ah bah non, encore un petit peu. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct de la pâtisserie d'Aurélien Cohen qui réalise devant vous une tarte myrtille cassis cream cheese. On arrive à l'étape finale du montage. Exactement. Et donc on va sortir des myrtilles fraîches. Et comme d'habitude, on enregistrera le live et vous aurez tous les ingrédients et les grammages pour la refaire à la maison. Et là, on les met dans un premier temps tout autour. Ah, tu commences pas par le centre? Non, je commence par le tour. Alors, ça va dépendre un petit peu des fruits qu'on utilise, mais en fait, avec les myrtilles, étant donné que c'est pas très gros, c'est plus facile de combler des petits trous à la fin que finalement de les avoir mal être partis en rond. Exactement. Ouais, d'accord. Mais enfin, si vous êtes plus à l'aise avec le centre d'abord, c'est pas moi qui vais vous empêcher. Tac. Hop. Là, c'est assez sympa, hein, c'est vraiment maintenant, à ce moment-là que la tarte prend vie. Alors, toi, tu es de la famille qui lave les myrtilles ou pas? Alors, je les rince, mais Tu les rinces pas à l'eau de javel? Ah non. Non, mais tu les rinces quand même à l'eau? Oui. D'accord. Mais après, je comprends parfaitement qu'il y en ait qui ne le fassent pas. C'est pas obligatoire, on va dire. Il faut bien faire attention à bien les sécher. Parce que si on les sèche pas bien, elles vont Après, garder ça l'humidité. dépend d'où ils viennent aussi. Exactement. Est-ce qu'ils sont bio ou pas? Ou est-ce qu'ils viennent d'un Exactement. jardin Oui, particulier Oui, il faut faire attention. Normalement, ça dépend où on les achète et ça la dépend. qualité. Quoi. Exactement. Et puis, si votre primeur il est propre, il n'y a pas de raison que Oui. ces fruits soient sales. Voilà. En général, ça se voit vite, ce genre de choses. Tac.
Et vous allez voir, il n'y a pas besoin non plus de les napper ni rien du tout, hein, de nappage. Oui. Alors, on pourrait, hein, vraiment, si on avait envie, mais pour avoir déjà essayé, en fait, sur les myrtilles, ça ressort pas très très bien. Ça absorbe pas vraiment le nappage et ça va juste, ça va pas trop accrocher, c'est pas très joli. Donc moi, je préfère ne pas en mettre. Le nappage, c'est bien quand c'est utile, parce que soit ça fait vraiment briller un fruit, ou éventuellement ça le protège, hein, parce qu'une fraise coupée en deux, si on la nappe pas, elle va s'abîmer très vite. Mais parfois, il n'y a pas besoin. Donc évidemment, là on utilise des myrtilles, mais on peut utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure en début de live, on pourrait mettre des framboises, on pourrait mettre un petit peu de cassis. Alors cassis c'est plus petit, des mais abricots, des abricots, des mûres. J'ai fait quelques années une super tarte aux mûres toute noire avec une pâte au charbon végétal. Je crois même qu'elle atterrit quelque part sur le compte de Food Pâtisserie sur Instagram à l'époque. Est-ce que tu trouves que les myrtilles fraîches ont moins de goût que les myrtilles cuites? Alors oui, effectivement, ça va dépendre déjà de la qualité de vos myrtilles. On va dire que c'est pas forcément moins de goût, c'est pas le même goût. En fait, le fait de les cuire, ça va faire ressortir un petit peu l'acidité et même le sucre. La myrtille fraîche, c'est un goût vraiment à part. Et là, on a un petit peu des deux. Elles sont cuites dans la crème d'amande, un petit peu dans le confit. Donc on a vraiment un petit peu des deux. Hop, on va juste sortir ça pour pas que ça brûle. Alors voilà cette magnifique tarte myrtille cassis cream cheese réalisée en 1h14 par le chef Aurélien Cohen. Hop. Et si on veut juste un truc un tout petit peu sympa mais rapide pour la déco, c'est on en coupe quelques-unes en deux. Ah oui, parce que justement quelqu'un disait c'est très beau de les couper aussi. Exactement, et on vient en mettre quelques-unes coupées en deux, comme ça, je suis tout à fait d'accord, c'est très joli. Ouais. D'ailleurs c'était sur la photo, donc il faut que ce soit sur... C'est vrai que c'est une très très bonne idée ça. Alors par contre celle-ci, là je le fais pas parce que on va la manger tout de suite peut-être, mais si vous la faites un petit peu d'avance ou même en boutique, nous, on viendrait les napper celles-ci, hein, les demi, parce que sinon quand c'est coupé en fait ça va s'abîmer. Elles vont s'oxyder. Exactement. Un peu, Hop. Et ça permet en plus éventuellement, si vous avez 2-3 petits trous, de venir les cacher. Mais quand vous les coupez, il faut le faire à la dernière minute. Ouais. Super, c'est magnifique. Et tarte bien bleue. Une belle assiette. Bien bleue. Voilà, magnifique. Est-ce qu'on la coupe quand même? Le week-end commence bien. Bah oui, on va la couper. Allez. Alors avec des fruits frais, c'est toujours un petit peu... oui, on ne sait jamais trop où couper. Il faut y aller franco. Il faut y aller franco. On a bien entendu la pâte qui craque, qui croque. Ouais. On voit bien apparaître la crème. Hein. Je vais vous montrer. Je peux vous montrer peut-être sur la demi, ce sera encore plus joli. On voit bien, voilà. On voit bien la pâte, la crème d'amande avec les petites myrtilles cuites, la mousse cream cheese légèrement vanillée et le confit. Et on voit bien que tout ça, là, ça a une belle texture, c'est bien moelleux. Magnifique. C'est loin d'être ma recette la plus compliquée, hein. J'en ai fait des bien plus complexes, mais parfois il n'y a pas besoin de faire... Exactement. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Tout à fait. Super. Bah écoutez, on va se régaler, j'ai l'impression. Moi je trouve que c'est une belle façon de démarrer le week-end. Ça peut être aussi une belle façon de le terminer, hein, si jamais ils ont envie de la refaire dimanche. Exactement, pour la fête des pères. Pour la fête des pères. Nous, on pourra la retrouver en boutique d'ici le week-end prochain. Ah bah super. Voilà. Merci beaucoup Aurélien. De rien. C'était super. Plaisir. Merci à tous d'avoir été encore présents. J'espère que vous êtes régalés et que vous allez vite la refaire. On enregistre tout. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra et le chef aussi. Avec plaisir. Mettez-vous au frais, hein, tout le week-end. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Et on vous embrasse. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bye bye. À bientôt.